Le jour où j'ai annoncé à mon père que j'avais obtenu l'examen d'entrée à l'école d'avocat, il s'est effondré. C'est un moment magique de ma vie que je n'oublierai jamais. C'est sans doute le parfait exemple de la détermination. Emmanuelle Vidotte est avocate au barreau de Saint-Pierre et ce métier, c'est depuis toute petite qu'elle rêve carrément de l'exercer. Je regardais l'émission Tribunal qui passait dans les années 90 à la télé. Et en fait, c'était des simulations de procès où on voyait des avocats défendre des gens, des juges en fait, poser des questions aux personnes qui comparaissaient devant eux. Et c'est de là que la passion en fait est venue au fur et à mesure. Une passion pour ce métier qui ne l'a jamais quitté et ce en toutes circonstances. Quand j'ai créé le cabinet, j'étais enceinte comme je te le disais. Et quand j'ai dit à certains confrères avec qui je m'entendais bien que j'allais m'installer, leur premier discours ça a été « Mais t'es folle? Mais tu te rends compte? Tu vas avoir un nouveau-né? Ça va être difficile ?» Ouais, ça va être difficile, mais... Quand t'es discipliné, tout se gère en fait. C'est la discipline qui fait la différence dans la vie professionnelle. Et qui plus est sur des professions aussi complexes que celle-là. C'est donc avec ce mindset qu'elle a réussi à se créer une carrière, se faire un nom dans le milieu de l'avocature. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à écouter avec beaucoup d'attention cette discussion. Bienvenue à vous dans ce 3e épisode d'Histoire de vie. Histoire de vie avec Sukasula. Bonjour Maître Emmanuelle Vidotte. Bonjour Soukaina. Merci infiniment de m'accorder ce moment. Je sais que tu es une femme très très occupée. On va justement s'intéresser à ce que tu fais au quotidien. Tu es avocate, tu exerces depuis un petit moment. Et on va revenir ensemble sur les temps forts de ton parcours de vie, ce qui t'a conduite finalement jusqu'ici et surtout quelles sont les étapes à franchir pour enfiler cette impressionnante robe noire. Tu vas nous dire, mais avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter comme tu le souhaites, histoire qu'on puisse avoir une idée de qui tu es? Oui, bien sûr. Donc j'ai prêté serment moi le 20 mars 2018. J'ai exercé quelques mois en tant que collaboratrice et très vite je me suis rendu compte que c'était absolument pas pour moi. Donc j'ai fait le choix de m'installer à mon compte, ce qui n'était pas une mince affaire à l'époque puisque j'étais enceinte. Mais ça a été la meilleure décision que j'ai pu prendre de toute ma vie. Parce que ça m'a permis de mettre en place une organisation qui me correspondait pour ne justement pas, contrairement à certains, subir l'exercice de notre profession. Parce que malheureusement, ça arrive souvent. C'est pas une généralité, mais il faut savoir que ça arrive. Bien sûr, j'imagine. Et puis prendre la décision de s'installer à son compte, c'est risqué aussi, je me dis. On doit avoir confiance en soi, on va travailler pour soi. D'ailleurs, vous allez nous dire dans tous les cas, tu vas nous dire plutôt dans tous les cas tout au long de ce podcast. Mais d'abord, j'ai bien envie de savoir quelle vision tu as du métier, le métier d'avocate. Comment tu le percevais avant d'enfiler ta robe et comment tu le perçois aujourd'hui? Avant d'enfiler la robe, parce que moi j'ai été stagiaire pendant très longtemps dans un cabinet d'avocats, je me suis rendu déjà compte à l'époque de la difficulté que ça représentait. C'est une des raisons pour lesquelles, au début, j'ai fait le choix de renoncer à mon rêve en réalité. Parce que je me suis dit, si c'est ça être avocat, en fait, je me sens pas capable d'endosser ces responsabilités-là. Et puis j'ai fait autre chose de ma vie et très vite, la vie m'a rappelé que j'étais faite pour ça. C'est une mauvaise expérience qui t'a fait dire que tu n'étais pas faite pour ça? C'est pas une mauvaise expérience en soi. J'ai beaucoup appris, mais j'ai appris dans la douleur. Et je me suis dit que si c'était ça en fait le milieu juridique et le milieu de l'avocature, c'était pas pour moi. On va revenir sur cette expérience qui t'a marqué certainement, qui t'aura marqué dans ton parcours. Mais d'abord, j'ai bien envie de savoir, tu es avocate en droit de la famille, en droit du travail aussi. Concrètement, quel type d'affaires est-ce que tu défends? Au quotidien, j'aide les gens à divorcer. Principalement. J'aide les gens à divorcer, c'est une drôle de phrase. En fait, il y a la fameuse étape du mariage où c'est formidable, tout se passe bien. Et ensuite, parfois, on en arrive malheureusement à ce que les gens ne s'entendent plus, oui. Ou ils ont composé trop longtemps avec certaines choses. Et à un moment donné, ils arrivent à saturation. Donc moi, je les aide en fait à mettre en place leur procédure de divorce, à aussi parfois les aider à franchir le cap du « je sais que mon mari ou ma femme a commis des fautes, mais est-ce que je passe le cap d'engager une procédure de divorce pour faute ou pas ?» J'aide aussi les parents qui ne sont pas mariés mais qui ont eu des enfants ensemble à organiser la garde des enfants. J'aide aussi les papas, par exemple, qui n'ont pas reconnu leur enfant parce qu'ils n'étaient parfois pas sûrs qu'ils étaient le père,
à voir reconnaître leur paternité. Au-delà de ça, j'aide autant les employeurs que les salariés dans le cadre de leur relation contractuelle. Donc je peux très bien accompagner un employeur pour licencier un salarié, au même titre que je peux accompagner un salarié qui lui aurait été licencié abusivement. Ok. Alors maintenant, on va faire un bond dans le passé, là où tout a commencé finalement pour toi. Tu es devant ton écran de télévision, tu regardes une émission qui a fait naître en toi un petit quelque chose envers ce métier. Oui, en fait, quand j'étais petite, je regardais l'émission Tribunal qui passait dans les années 90 à la télé. Alors, je ne sais plus sur quelle chaîne, je t'avoue. Mais si les auditeurs veulent faire des recherches, ça se retrouve sur YouTube aujourd'hui. Et en fait, c'était des simulations de procès où on voyait des avocats défendre des gens, des juges, en fait, poser des questions aux personnes qui comparaissaient devant eux. Et très sincèrement, j'avais mes cousins et cousines qui venaient me chercher à la maison. Quand c'était l'heure de l'émission, c'était même pas en rêve. Vous ne m'enlevez pas devant la télé. Quand ce sera fini, j'arriverai. Ouais. Mais avant, c'était hors de question. Et c'est de là, en fait, moment. Ouais, c'était mon moment. Et c'est de là que la passion, en fait, est venue au fur et à mesure. Quel âge ? Je devais avoir 7-8 ans par là. 7-8 ans. Et tu le verbalises, tu le dis à tes parents que c'est le métier que j'ai envie d'exercer plus tard. Oui, je leur dis que c'est avocate que je veux faire. Qu'est-ce qu'ils en pensent ? À ce moment-là, ils me disent rien de particulier. Parce que j'étais bonne à l'école, j'étais première de la classe, donc ils se posent pas trop de questions. C'est bien après que c'est venu, en fait. Et comment ils perçoivent la chose aujourd'hui ? Parce que finalement, c'est le métier que tu voulais faire depuis toute petite. Tu as fait le lycée, tu as fait le collège avant ça, et ça n'a pas bougé. Tu as intégré la fac de droit. Comment ils perçoivent le fait que tu es resté focus sur ton objectif ? Ils sont très fiers, mon père encore plus. Et pour te c'est donner, souvent ça, les papas. Pour te donner une petite anecdote, je n'ai jamais vu Soukaina, mon père, pleurer. Mais non. Je n'ai jamais vu mon père pleurer. Ma grand-mère est décédée, mon père n'a pas pleuré. Le jour où j'ai annoncé à mon père que j'avais obtenu l'examen d'entrée à l'école d'avocat, il s'est effondré. Waouh. Et ça, c'est un moment, je t'en parle, j'en ai des frissons. C'est un moment magique de ma vie que je n'oublierai jamais. J'ai vu mon père pleurer. Oui. Parce qu'il était hyper fier. Waouh, c'est beau, c'est hyper touchant. C'est souvent ça aussi, je me dis, les papas sont assez fiers quand ils voient l'accomplissement de leur fille. Sa fille est devenue avocate. C'est un métier qui, pour cette génération-là, je me dis à l'époque, c'était un métier plutôt destiné aux hommes. Et du coup, aujourd'hui, il le voit, sa fille a réussi à entrer dans ce système-là. Ça contribue à cette émotion, peut-être. Oui, c'est sûr. Et comment tu entreprends tes études au lycée quand on te demandait qu'est-ce que tu souhaites faire plus tard? Tout de suite, c'était une évidence, tu notais toutes tes orientations aller dans cette direction? C'était une évidence. J'allais faire du droit nécessairement. Donc je savais où est-ce que j'allais aller. Et d'ailleurs, quand la question s'est posée une fois que j'ai obtenu mon bac, j'ai dit à mon père, vu qu'il n'y avait que les 2 premières années de licence au tampon, je me suis dit, je ne vais pas aller au tampon pour ensuite devoir déménager et aller à Saint-Denis. Enfin, autant que je m'installe tout de suite, que je suis posée. Je savais que j'allais aller jusqu'au master, donc je lui ai dit, je veux un appartement où je me sens bien, pour pouvoir passer mes 5 années dans cet appartement, me sentir sereine et pouvoir étudier convenablement. Donc c'est ce qu'on a fait. On m'a trouvé un petit appartement de 30 mètres carrés où j'étais bien, c'était dans une résidence étudiante, j'avais ma petite vie, je travaillais du matin jusqu'au soir et c'est des sacrés souvenirs. Moi j'ai adoré mes années de fac. La 2e année a été pour moi l'année la plus difficile. Pourquoi difficile ? Parce que en 2e année, tu passes à un stade supplémentaire de complexité pour lequel ça demande nécessairement encore plus de travail. Ouais. C'est un cap à passer en fait. Soit tu le passes, soit tu le passes pas. Donc il y a beaucoup d'abandon en première année, mais aussi en 2e année. Oui. Et j'ai tenu le cap, tout simplement. Oui, je sais que c'est très compliqué. En fac de droit, j'ai eu des copines qui étaient là-bas et qui ont finalement abandonné. Le rythme est dense, c'est pas facile, mais tu as tenu. Tu es allée jusqu'au master, c'est ça ? Oui, master 2. Et comment tu as vécu ces moments, ces étapes que tu as franchies, licence, master ? Alors, moi, mon père, c'était mon réceptacle. Dès que j'avais un coup de mou,
C'était lui qui me reboostait et qui me disait oublie pas tes objectifs, où est-ce que tu veux aller, etc. J'avais tellement peur de le décevoir que je mettais les bouchées doubles, triples. Enfin, moi, je me réveillais à 5h, je faisais mon sport, même si j'avais pas cours de bonne heure, et pourtant j'étais sur Saint-Denis et à 10 minutes de la fac, tu vois. Donc je me réveillais à 5h, je faisais mon sport. Une fois que mon sport était fini, je bossais jusqu'à ce que ce soit l'heure d'aller à la fac. J'étais à la fac, je rentrais à la maison. Moi, j'étais pas quelqu'un qui aimait travailler à la BU, par exemple. J'avais besoin d'être dans mon petit cocon à moi, tranquillement, et travailler en étant dans ma bulle. Et donc, c'est ce que je faisais au quotidien. C'est un rythme, finalement. Il faut avoir de la discipline, s'imposer de la discipline pour pouvoir tenir. Si on veut réussir dans le domaine juridique, et ensuite dans sa carrière professionnelle dans le juridique, il faut être discipliné. Sinon, tu t'en sors pas, que les choses soient claires. Il faut savoir que ce sera pas les notes de l'étudiant qui vont être déterminantes en fait pour sa carrière plus tard. Alors évidemment, le diplôme, faut l'avoir. Hein. Le diplôme, c'est celui qui ouvre la porte. Mais par contre, sur la réussite de la carrière professionnelle ensuite, c'est totalement différent. Moi, par exemple, j'ai jamais été major de promo de toutes mes années de fac. Mais par contre, j'estime avoir un beau parcours professionnel. Donc là, dans l'histoire, je récapitule. On sait qu'on veut être avocate très tôt. On fait tout pour y arriver. On intègre la fac de droit. On valide la licence. On valide le master. Et après ça, qu'est-ce qui se passe ? Et après ça, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que je sais plus qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie. Comment ça ? On vient de faire 5 ans d'études pour ne plus savoir où on va ? Ouais. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, j'ai beaucoup appris et j'en suis infiniment reconnaissante de ce que j'ai pu apprendre, mais j'ai appris dans la douleur. Et c'est ça qui a été le plus difficile pour moi en fait, c'est de me dire, ok, si je dois vivre ça au quotidien, peut-être pas en fait. Dans la douleur, comment ça ? C'est à quel moment que vous ressentez ça ? En fait, si tu veux, c'était dans le quotidien, c'est-à-dire la pression de réaliser des tâches. Déjà en études ? Non, ou pas pendant en études. les stages. En fait, moi, pendant tout mon master, j'étais en stage. D'accord. Donc, je jonglais en fait entre le stage plus le master. Ok. Et donc, si tu veux, j'avais cette pression de réussite du master plus la pression du stage, qui certes était extrêmement enrichissante, hein, et encore une fois, je suis vraiment reconnaissante pour tout ce que j'ai pu apprendre, mais je reste convaincue, pour l'expérimenter moi aujourd'hui, qu'on peut transmettre son savoir d'une manière différente. Et qu'on peut aussi apprendre à quelqu'un d'autre à gérer les tâches au quotidien d'une entreprise d'une autre manière. D'accord, c'est-à-dire que concrètement, tu étais dans un cabinet d'avocats, tu étais stagiaire. C'est ça. Et ça ne se passait pas forcément bien avec le professionnel. Il y a des jours où ça pouvait ne pas se passer bien, effectivement. Et qu'est-ce qui se passait, par exemple ? Pour te donner juste un exemple, je pouvais par exemple me faire crier dessus parce qu'un client avait appelé et le client disait qu'il ne voulait pas me donner le message et il voulait impérativement parler à l'avocat. Ok. Et ça, j'ai pas de maîtrise dessus en fait. Ouais. Tu as beau essayer d'inciter la personne à te faire passer le message, si la personne veut parler à l'avocat, elle veut parler à l'avocat. Tu pourras rien faire. Parfois aussi, je pouvais ne pas remettre des conclusions ou des assignations à la hauteur de l'espérance de l'autre. Et donc, je sentais sur le ton que c'était pas forcément apprécié. Ouais. Et les conclusions et les assignations, c'est toi qui les rédigeais à ce moment-là ? Ouais. Ok. Ouais. Donc, j'avais un poste mixte entre le secrétariat et puis la rédaction juridique. Très sincèrement, je pense que quand on commence la profession en bas de l'échelle, comme moi j'ai pu le faire, c'est extrêmement enrichissant quand on veut soit créer son entreprise après. C'est très formateur. Par contre, il y a le côté formateur et il y a le côté management, que moi, j'ai très mal vécu. C'est vrai que quand on est stagiaire, ça ne se passe pas toujours bien. Et c'est le moment où tu découvres réellement les réalités du métier. Et tu te dis, ok, est-ce que je vais y arriver ? De toute façon, la personne en face de moi ne me donne pas forcément envie d'être comme elle. Il y a un certain dégoût qui naît. Moi, j'ai aussi vécu une expérience comme ça. Et je me suis juré que plus tard, quand j'exercerai, si je reçois des stagiaires, je me comporterai comme la professionnelle que j'aurais aimé avoir à l'époque. C'est ton cas aussi. Oui, il me semble que tu reçois aujourd'hui des stagiaires au sein de ton cabinet. Et comment ça se passe ? Ça se passe bien au point où une stagiaire qui est arrivée dans mon cabinet sans avoir envie de devenir avocate a vu la lumière, elle est restée et puis elle n'est plus jamais repartie.
Donc ça, très sincèrement, c'est ma plus grande fierté. Parce qu'elle est arrivée, elle voulait devenir commissaire de police. Et puis au bout d'un mois, elle me dit « Ah, j'aime bien ce que je fais, finalement, je peux rester ?» Ok, très bien, oui, tu restes. Et après, tu fais quoi ? Ah bah si, je vais le passer, l'examen d'entrée à l'école d'avocat. Ok, d'accord, mais en attendant, tu fais quoi ? Je sais pas. Et donc finalement, elle est restée en tant qu'assistante. Et aujourd'hui, elle est à l'école d'avocat. Et comment elle s'appelle cette fameuse stagiaire ? Audrey. Eh ben Audrey, si tu nous écoutes, rendez-vous dans quelques années, peut-être, pourquoi pas, découvrir ton parcours de vie et que tu nous donnes surtout ta version des faits sur ce fameux stage. J'ai envie qu'on s'arrête maintenant sur l'école d'avocat. Moi, personnellement, je n'avais aucune idée qu'après le master, on intégrait une école, même quand c'est fini, c'est jamais fini. Comment ça se passe dans cette école ? Il faut un concours pour y intégrer ? Alors, c'est considéré comme étant un examen, mais il faut savoir que dans les faits, c'est un concours. Ils vont laisser passer un nombre limité d'étudiants chaque année, et qui est très aléatoire d'ailleurs. Il y a des étudiants qui vont le passer pendant leur dernière année de master, et il y en a d'autres au contraire qui vont le passer après, tout juste après, ou bien après comme moi. Il n'y a pas de parcours idéal, peu importe, chacun a son parcours de vie. Moi, le mien, il m'a offert des opportunités que je pense que je n'aurais pas eues si j'avais pas attendu 5 ans avant de passer l'examen d'entrée à l'école d'avocat. Donc en fait, une fois qu'on passe cet examen, qu'on est reçu, on choisit, nous à La Réunion, on a la chance de pouvoir choisir l'école vers laquelle on va, puisqu'il n'y a pas d'école d'avocat à La Réunion. Donc moi, j'avais choisi Paris. Alors déjà, pour trouver un logement, c'est pas une mince affaire. Parce que ce qu'on m'a dit, moi, à l'époque, c'était « Ah ben, il faut venir sur place pour visiter, madame. » Oui, mais je vais payer un billet. Compliqué un peu quand même. On est d'accord. Je vais payer un billet juste pour visiter des appartements, sachant que je suis même pas sûre de l'avoir l'appart. Après maintes et maintes recherches, j'ai fini par tomber sur un agent immobilier qui connaissait La Réunion. Et qui m'a dit « J'adore votre île. » Ah. Vous inquiétez pas, je vais vous dégoter un appart à Issy-les-Moulineaux. Il m'a trouvé un appart à 2 stations de tram de l'école. Ah, c'est génial. J'étais dans un petit immeuble avec plein de personnes de nationalités différentes. Donc c'était génial. J'ai fait de super belles rencontres. Et après, j'ai fait mes 6 mois d'école. Pendant les 6 mois, donc, je devais chercher des stages. Sachant que moi, j'avais fait le choix, quand je me suis inscrite à l'école, de prendre l'option droit du travail. Parce que j'adorais le droit du travail. Et donc, je me suis dit, moi, petite réunionnaise, comment est-ce que je vais aller chercher un stage en plein Paris en n'ayant pas, parce qu'il faut savoir qu'à Paris et dans les grandes villes en métropole, ça reste un critère de sélection important, un master spécialisé dans le domaine en question. Et moi, je l'avais pas, très clairement. J'avais un master droit des affaires. Ouais. Et donc, il s'est avéré que j'ai envoyé un certain nombre de CV à des cabinets. Et il y a un des cabinets d'avocats qui m'a appelée parce que, en fait, j'avais été stagiaire chez un avocat à La Réunion avec qui, eux, ils avaient déjà travaillé. Et donc, c'est là qu'ils m'ont reçu et qu'ils m'ont dit, mais de toute façon, on vous prend. Parce qu'on sait que cet avocat-là, il travaille très bien. Vous avez été stagiaire chez lui. Donc, il n'y a pas de difficulté. Nous, on vous garde. J'ai fait mes 6 mois de stage dans ce cabinet. Ça a été la plus belle expérience de toute ma vie. J'étais place de l'Opéra quand même. On ouvrait les portes du cabinet. On avait vu sur l'Opéra. Wow. Donc, c'était exceptionnel. J'étais avec des gens qui étaient formidables. Et au bout de 2 mois de stage, mon maître de stage me présentait déjà comme sa future collaboratrice. Ah ouais. Donc c'est pour te dire qu'on avait vraiment des relations qui étaient exceptionnelles. J'ai beaucoup appris d'eux. Après, moi, j'ai fait le choix de ne pas rester pour des raisons familiales. Mais j'aurais eu aussi, je pense, une très belle carrière à Paris si j'avais fait le choix de rester avec eux. Parce que j'étais vraiment dans un cabinet qui ressemble au cabinet que j'ai aujourd'hui. En fait. Ah ouais. Ils étaient bienveillants. J'étais vraiment dans une équipe mais qui était exceptionnelle. Comme quoi, faut pas s'arrêter sur un échec entre guillemets. Je parle de l'expérience que tu as eue ici, alors que derrière, il y a plein de belles choses qui peuvent. Exact. Il faut être motivé, il faut garder sa détermination et surtout avoir une vision très très large pour pouvoir atteindre ses objectifs. Et clairement, ça a été ton cas finalement. Tu avais ta vision, tu n'as pas lâché malgré les obstacles. Et aujourd'hui, tu as ton cabinet et c'est fabuleux. Et comment ça se passe en école comme ça, dans l'Hexagone ? Est-ce qu'entre élèves, il y a de la compétition ? Est-ce qu'on se confronte à des élèves qui viennent d'un milieu beaucoup plus privilégié, encore plus que le nôtre ? Évidemment, puisque beaucoup sont fils ou petits-fils d'avocats. Oui. Ce qui n'était pas le cas pour moi. Je suis aujourd'hui la seule avocate de ma famille et la première. Mais c'est pour ça que je te disais en fait que
Quand tu es à l'école, et même en tant que Réunionnais, hein, quand tu arrives en métropole, tu as un syndrome de l'imposteur qui se décuple. Je pense qu'on a encore un peu ces réminiscences du colonialisme où on se sent inférieur. Ouais. Et en fait, c'est pas du tout le cas. On a chacun nos compétences, peu importe de là où on vient. On a chacun notre savoir-être. Et c'est tout ça, en fait, qui fait la différence au final. Parce qu'à l'EFB, j'avais de très bonnes notes. Hormis pour mon rapport de stage, où je me suis bien fait lyncher. Mais pour le reste... L'EFB, c'est l'école ? Oui, l'école d'avocat à Paris. Ok. Et comment ça se passe quand tu décides d'avoir ton propre cabinet? Non, déjà, on va revenir un peu en arrière. Comment on fait pour prêter serment? Eh ben, il faut solliciter la cour d'appel pour pouvoir le faire. Il faut solliciter aussi l'ordre auprès duquel l'ordre auprès duquel tu souhaites prêter serment pour que les démarches soient faites auprès du président de la cour d'appel pour que tu puisses prêter serment. Ok. Et ça se fait juste après le diplôme? Oui, ça peut se faire juste après le diplôme. Moi, ça a pris un petit temps avant que ça se fasse parce que j'avais pas trouvé le cabinet qui me permettait de prêter serment tout de suite. Mais oui, ça se fait quasiment dans la foulée en fait. Et quand on prête serment, on se dit ok, là ça y est, j'y vais. D'ailleurs, ça se passe comment? C'est une cérémonie solennelle? C'est exactement ça, c'est une cérémonie très solennelle à laquelle tes proches peuvent assister. Le président de la cour d'appel te lit ton serment. Okay. Et tu lèves la main droite et tu dis je le jure. Et c'est un moment qui est exceptionnel dans ta vie parce que tu te dis c'est vraiment là que ça commence. Ouais, c'est le premier chapitre du livre. Exact. On y est et c'est une toute autre aventure qui va démarrer où je ne peux faire confiance qu'à moi-même et à mes intuitions et à mes envies. Comment on choisit d'ailleurs, sur quels critères on se base pour choisir de traiter ou pas un dossier? Moi, j'ai plutôt tendance, parce que je suis une très mauvaise perdante, à analyser le dossier de A à Z pour déterminer les chances de réussite ou pas. Sinon, j'y vais pas. Ouais. Si, par exemple, j'ai un client, et ça peut arriver, hein, j'ai un client qui me dit « Moi, prestation compensatoire, je paye pas. » C'est quoi prestation compensatoire? Dans le cadre du divorce, c'est une somme d'argent que l'époux le plus fortuné va devoir régler à son épouse qui est, elle, moins fortunée parce que du fait qu'il divorce, les conditions de vie de l'autre changent. Ah. Et j'ai des clients qui refusent de payer la prestation compensatoire. Eh ben, je prends pas le dossier. Au même titre que ça peut arriver que certains clients me disent, quand ils sont pas mariés, ah ben non, mais moi je ne verserai pas de pension alimentaire pour mon enfant. Waouh. Eh ben, monsieur ou madame, ce sera pas chez moi. Je ne peux pas. La personne peut avoir des difficultés financières. J'entends. Dans ces cas-là, on va exposer ces difficultés financières et proposer un petit montant. Mais qu'on vienne me voir et qu'on me dise non, cet enfant-là, je lui donnerai rien, sachant que la personne sait très bien qu'elle en est le père ou qu'elle en est la mère, mais qu'elle a très mal vécu la séparation et que du coup, elle est en reset de sa vie. Ok, c'est un peu comme une punition finalement qu'on veut infliger. Sauf que l'enfant, il n'est pas là pour subir les conséquences. Il est né d'un amour et cet amour, il doit perdurer même si les deux parents sont séparés. Mais d'ailleurs, à quel moment on fait le choix de se spécialiser, comme toi par exemple, droit du travail, droit de la famille? Comment tu décides de te spécialiser là-dedans? C'est des sujets qui te touchent plus que d'autres ou Alors, moi, j'étais partie de l'idée quand j'ai créé mon cabinet qu'au tout début, j'allais faire un peu tout et puis qu'après, j'allais faire que du droit du travail, puisque moi, c'était mon dada. Sauf que de fil en aiguille, ma réputation s'est accrue en droit de la famille parce que j'ai une grande empathie et que j'ai aussi cette écoute que les clients attendent parce que c'est pas facile de venir devant quelqu'un qu'on connaît pas, exposer sa vie personnelle et c'est ça qui a fait aussi ma réputation. Outre la qualité du travail, tu vois, mais il y a tout ce côté empathique aussi qui a joué énormément. Et c'est comme ça en fait que du coup la réputation s'est accrue en droit de la famille et qu'en plus du droit du travail, du coup je fais même plus de droit de la famille du coup que du droit du travail. Ouais. Et c'est ok. Et là tout récemment, on a ouvert le volet droit pénal, mais principalement à destination des victimes parce que Audrey qui me rejoindra bientôt a un master en droit pénal et qui plus est avec une mention spéciale victimologie. Donc c'est pour ça qu'on va s'orienter vers l'assistance principalement des victimes. D'accord, droit pénal, c'est tout ce qui est crime, viol, violence. C'est du lourd. C'est du lourd. Finalement, ce ne sont pas les mêmes affaires. Non, mais ça nous permet aussi de côtoyer les gendarmes
Et donc moi, j'ai un petit peu le sentiment de renouer avec mon passé, quoi. Oui. Je comprends. Et quelles affaires concrètement tu défends en droit de la famille? En droit de la famille, ça va être principalement du divorce. Ça va être aussi des personnes qui sont pas mariées. Comment tu me disais tout à l'heure, pardon de te couper? J'aide les gens à divorcer. J'adore. En plus, tu dis ça avec tellement de joie. On a l'impression que c'est un événement heureux. En fait, les gens vivent le divorce comme quelque chose de tragédique. Parce que d'un point de vue religieux, quand on est croyant, je peux tout à fait le comprendre. Mais il faut savoir que le divorce, au contraire, pour moi, après je suis pas mariée, mais je le vois en fait sur mes clients. C'est pour ça que j'en suis arrivée à cette analyse-là. C'est que c'est la fin d'un chapitre et le début d'un nouveau. Le faciès du client entre le premier rendez-vous et le jour où il vient récupérer son dossier, c'est pas du tout la même chose. Ouais. On a des gens qui sont épanouis, ils sont heureux parce qu'ils ont rebondi pour la plupart. Ils ont vécu leur procédure comme étant une tragédie. C'est normal parce que généralement, quand on se marie, on se dit pas qu'on va divorcer demain. C'est sûr, sinon on le fait pas. Exact. Sauf que il faut vraiment pas le voir comme une tragédie. C'est juste l'opportunité de se créer quelque chose de meilleur après. Et c'est en ça que je trouve beau, en fait, de pouvoir les aider, parce que je suis les épaules sur lesquelles ils peuvent se reposer tout au long de leur procédure de divorce. Et c'est comme dans les films quand il y a un divorce, est-ce que les deux avocats s'affrontent? Est-ce qu'on est en mode ok, là, on va essayer de... Ça peut arriver. Oui. Ça peut arriver parce que chaque client a sa version de la situation et on en arrive nécessairement à un moment donné où on se frite, quoi. C'est quoi l'affaire la plus folle? Voilà, je la pose finalement ma question. C'est quoi l'affaire la plus folle que tu as eu à défendre? Alors, il y a un dossier où j'ai particulièrement été en colère contre ma cliente. En colère? Ouais, parce qu'en fait, j'ai plaidé A devant le conseil de prud'homme. On lui pose des questions, elle dit B. Et là, à ce moment-là, tu as juste envie de prendre ta robe, la mettre sur ta tête et sortir, en fait. C'est un moment de gêne. Ouais, parce que tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle a fait, punaise? J'ai réussi à enjoliver la situation. Parce qu'ils étaient là en mode, ils hochaient la tête, tu vois, quand je leur parlais. Oui. Et elle, bam! Elle m'a mis un coup de pied derrière. Je me suis dit, mais pourquoi? Retour à la case départ. Voilà, ce sont des moments qui sont particulièrement gênants. On a l'impression que c'est une pièce de théâtre, finalement, le tribunal. Quand vous plaidez, C'est un jeu. C'est un jeu entre nous et le tribunal, et c'est un jeu entre nous et le confrère. Parce que forcément, quand on n'est pas d'accord, ça peut arriver que quand on sait que juridiquement parlant, le confrère nous raconte n'importe quoi, ça peut arriver qu'on balance un petit pic comme ça. Et est-ce que c'est un stress permanent quand on doit se rendre au tribunal pour une affaire? Est-ce qu'on stresse avant d'y aller? Au tout début de ma carrière, j'étais un peu plus stressée, pour être très honnête avec toi. Parce que j'ai l'impression que c'est un examen qu'on va passer et on a le résultat au final. Oui. Ce sont plein de mini-examens qu'on passe à chaque fois qu'on présente un dossier, en fait. Et donc, à la fin, on sait si le juge a suivi notre argumentaire ou pas. Ou si, au contraire, il a un peu ménagé la chèvre et le chou. J'aimerais qu'on s'intéresse maintenant à ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Tu fais des vidéos ultra informatives. Qu'est-ce qui t'a donné envie de manager finalement ton travail, mélanger les réseaux sociaux dans tout ça? Alors, j'ai toujours été quelqu'un qui adore tout ce qui touche aux nouvelles technologies. Je voulais montrer aux gens quelle est la différence entre je vous donne de l'information qui, elle, est gratuite, et l'analyse juridique qui, elle, nécessairement, à mon sens, ne peut pas être gratuite. Ouais. C'est vraiment deux choses différentes. Et ça, les gens ont énormément de mal. Ce à quoi je peux tout à fait comprendre. Mais c'était important pour moi de le faire. Et donc, si tu veux, cette idée de mettre en place les vidéos, elle remonte déjà à l'époque où j'étais étudiante à l'école d'avocat. Quand j'étais en études, j'ai fait un certain nombre de formations en développement personnel, dont des formations de David Laroche. Dans le cadre des formations de David Laroche, j'ai rencontré pas mal de personnes avec qui je me suis liée d'amitié. Et donc, on avait décidé de faire la soirée qui allait changer notre vie. La soirée qui allait changer votre vie? Ouais. Et donc, on devait tous arriver en version de nous dans 5 ans. Ok. Et donc, chacun avait préparé ses petits trucs et tout ça. Et donc, moi, j'avais un article de presse sur moi que j'avais rédigé où j'apparaissais comme étant l'avocate 2.0. Oh.
Et donc ça se matérialise aujourd'hui. J'adore le concept, la soirée Qui va changer votre vie. qui va changer votre vie. Et finalement, cette soirée, elle a changé ta vie. Exactement. J'ai l'impression parce que tu es avocate, tu es aussi sur les réseaux sociaux très très active. Tu proposes du contenu. Quel type de vidéos? Tu peux nous décrire ce qu'on peut retrouver sur ta chaîne, j'allais dire ta chaîne, mais sur ton compte Instagram. TikTok et Instagram. On va principalement retrouver des vidéos en lien avec le droit de la famille, le droit du travail et le droit pénal. Et en fait, c'est vraiment de l'informatif. C'est-à-dire que je vais vous dire, par exemple, comment se passe un licenciement pour faute. Je vais vous dire quelles sont les conséquences d'une démission. Je vais vous dire pourquoi est-ce qu'on doit verser une pension alimentaire. Je vais vous dire pourquoi est-ce que quand on a un enfant, c'est dans son intérêt qu'on met en place un mode de garde. Ça va être pareil pour le droit pénal. Je vais vous expliquer, vous avez été victime de tel fait, c'est une infraction pénale, les peines encourues sont ça, et vous, en tant que victime, si vous êtes confronté à la situation, voici ce que vous pouvez faire. Moi, j'adore ce genre de vidéos parce que je sais que ça sert toujours, en fait. Nous autres communs des mortels, on n'a pas toutes ces informations. J'ai fait un peu de droit, moi, quand j'étais étudiante, mais bon, c'est du droit basique pour comprendre un peu tout ça, mais vraiment approfondir, connaître vraiment certaines règles, certaines choses que nos employeurs peuvent faire qui ne sont pas toujours correctes. Enfin, tout ça, on ne connaît pas forcément. Oui, et c'était l'objectif. C'était de permettre aux gens de savoir quels sont leurs droits. Après, comment est-ce qu'on l'applique à cette personne, c'est une autre paire de manches. Là, c'est mon travail. Ouais. Tu vois ? Mais au moins que les gens soient informés. Pour moi, ça me semblait essentiel. Et tu reçois des messages, des fois, de personnes qui ont envie que tu les aides sur une chose ou... Oui, c'est très fréquent, très fréquent. Du coup, par l'intermédiaire des vidéos, les gens me disent « Ah, maître, moi j'ai telle problématique, comment est-ce que je peux vous joindre ?» Ou t'as des gens qui, brut de décoffrage, me posent directement la question par message, à laquelle je peux pas répondre parce qu'on peut pas faire une consultation par message. C'est nécessairement biaisé. Et ça, les gens ont malheureusement du mal à le comprendre. Et j'espère qu'ils comprendront plus tard. C'est que vraiment, on ne peut pas faire une analyse juridique sur la base de quelques mots qui vont être placés dans un écrit. C'est pas possible. C'est marrant quand tu dis maître. Ça fait quoi quand on t'appelle maître? Disons que je m'y suis habituée, donc aujourd'hui je pourrais pas te dire si... À l'époque alors? J'en étais très fière. Ouais. J'en étais très très fière. Et au contraire aujourd'hui c'est un petit peu l'inverse, dans le sens où t'as des gens qui ne m'appellent pas maître, qui m'appellent madame. Je rebondis pas forcément dessus, parce que je veux pas créer de tension, mais ça me pose une difficulté, parce que c'est un statut. Oui. Et à quel moment on sait qu'on doit être appelé maître? Quand on a prêté serment directement? Quand on a prêté serment. Oui. Ok. Bon, là, j'ai bien envie qu'on passe à l'aspect un peu plus pratique, les infos pratiques pour n'importe quel jeune, ou moins jeune d'ailleurs, qui nous écoute et qui souhaiterait s'orienter vers cette voie. Donc, niveau études, on le sait maintenant, licence, master, puis école d'avocat. Et puis après, on prête serment. Mais dans tout ça, on fait des stages. C'est indispensable. C'est indispensable. Il y a très peu de jeunes qui font des stages aujourd'hui. Au plus, on arrive à faire des stages de longue durée. Au mieux, on a de l'expérience. Après, évidemment, ça va dépendre du cabinet dans lequel vous allez atterrir, encore une fois. Mais on va nécessairement en tirer quelque chose de bénéfique, au final. Le stage, en fait, plus il est long, plus vous allez acquérir les bases et plus on va vous faire confiance et donc vous donner des dossiers à traiter. Et ça, c'est indispensable. Et il ne faut pas non plus se freiner au fait de pas forcément passer l'examen d'entrée à l'école d'avocat en étant à la fac ou en sortant de la fac, parce que moi, comme je te l'ai dit au début de l'interview, c'est que j'aurais pas eu ce parcours que j'ai aujourd'hui si j'avais pas fait mes stages, parce que le cabinet d'avocat dans lequel j'étais, il connaissait l'avocat avec qui j'étais stagiaire. Ouais. Et ensuite, moi, j'ai été au ministère de la Santé. Et le ministère de la Santé, ils avaient retenu 2 candidats. Une candidate qui avait un master spécialisé en droit public, et moi. Donc je me suis dit, pourquoi moi ? Et c'est parce que j'avais déjà travaillé en collectivité territoriale et que le mode de fonctionnement de la collectivité territoriale est quasi similaire au fonctionnement du ministère. Et donc quand ils ont fait leur choix, ils se sont dit, c'est elle qu'il nous faut, parce que l'autre, certes, elle a les connaissances juridiques, mais elle saura très certainement plus facilement s'adapter que l'autre. Et j'ai passé mes 6 mois au ministère, pareil, exceptionnel.
J'ai l'impression à t'entendre aussi que c'est important d'avoir un réseau, de développer son réseau. Parce que finalement, c'est par X et Y, un tel connaît un tel qui a fait C'est que... exactement ça. Moi, je n'avais aucun réseau, domaine juridique et judiciaire. Aucun. Je me le suis créé, Ouais. tu vois. Et ça, c'est indispensable quand tu veux évoluer. Parce que même aujourd'hui, j'ai encore des amis qui sont gendarmes, avec qui j'ai travaillé, qui vont soit m'envoyer des gens, soit eux-mêmes venir vers moi spontanément. Je pense à un ami qui est gendarme, sa femme avait des problèmes, il m'a contacté, il m'a dit, voilà, elle a telle problématique, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je lui ai dit, très bien, il n'y a pas de difficulté. Par rapport à sa situation, tu fais ça, ça, ça. Il me dit, ok, très bien. Je lui ai pas fait payer, par exemple. Parce que c'est un ami de longue date, qu'on a passé des chouettes moments en gendarmerie ensemble. Et que pour moi, c'était un petit peu, tu vois, leur rendre service, sachant qu'ils étaient déjà dans une situation financière délicate. Ouais. Mais je ne le fais pas à l'égard de tout le monde. D'accord. C'est un métier qui paye bien. Si tu gères bien, ça paye bien. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir une idée ? Alors, pour être très honnête avec toi, quand j'ai commencé, j'étais financièrement tout le temps dans le rouge. Parce que, de toute façon, j'avais pas d'épargne, j'avais rien, j'avais plus rien, moi. J'avais réussi à me constituer une épargne sur laquelle j'ai vécu pendant mes études, qui m'a pas permis de toute façon de commencer ma carrière et qui, en plus, le peu qui me restait, je l'ai dilapidé dans les travaux du cabinet. Ouais. Donc au moins comme ça c'était réglé. Donc j'ai vraiment commencé en bas. Et aujourd'hui on est sur un chiffre d'affaires qui varie entre 15 et 20 000 euros. C'est pas mal. Mais du coup, le salaire... Après le salaire, ça, si tu veux, ça dépend des années. Mais si tu le lises, là je suis à peu près sur un 4 500 qui moi me convient très bien. Ouais, c'est pas mal. Qu'est-ce que tu aurais à dire à tous ces jeunes qui ont l'impression qu'en fait, qu'il faut être un fils à papa pour atteindre un tel métier ? Parce que avocat, c'est quand même un métier prestigieux. Et toi, tu viens de Saint-Joseph, tu n'es pas forcément une fille à papa, personne n'est avocat dans ta famille, et pourtant tu l'as fait. Qu'est-ce que tu aurais à dire à ces jeunes-là ? Quand votre pourquoi il est suffisamment important, vous allez nécessairement arriver à atteindre l'objectif. C'est tout. Il faut juste garder en tête qu'il y aura nécessairement à un moment donné dans le parcours des embûches qui parfois vont vous faire dévier, mais le fait d'avoir dévié, ça ne veut pas dire non plus que vous n'allez pas atteindre l'objectif final. Il faut rester... Focus sur la fin. Et surtout, il faut être solide aussi. Faut avoir... Oui, par contre, il faut avoir les épaules solides. Ça, que les choses soient claires. Et il faut aussi, je pense, être très autodidacte. Parce que moi, il y a énormément de choses que j'ai apprises toute seule. Très clairement, être chef d'entreprise à l'école d'avocat, c'est pas ce qu'on t'apprend. On apprend à être avocat. Parce que là, quand on a son cabinet, on devient chef d'entreprise aussi. On devient chef d'entreprise. Et donc là, il faut faire la création d'entreprise. Alors moi, j'ai de la chance, j'ai fait un master en droit des affaires. Mais l'avocat qui a pas fait de master en droit des affaires. Comme quoi, finalement, en fait, dans le cheminement, on se rend compte que tout sert. Hein. On a l'impression des fois qu'on fait les choses un peu dans le vide, mais chaque étape aura son importance dans le futur. Donc, il ne faut pas s'en vouloir quand on a l'impression que on ne va pas dans le sens qu'on aimerait aller pour le moment. Il faut rester focus. Ouais, il faut une sacrée force de caractère parce que moi, quand j'ai créé le cabinet, j'étais enceinte, comme je te le disais. Et quand j'ai dit à certains confrères avec qui je m'entendais bien que j'allais m'installer, leur premier discours, ça a été « Mais t'es folle ? Mais tu te rends compte ? Tu vas avoir un nouveau-né, ça va être difficile ?» Ouais, ça va être difficile, mais quand t'es discipliné, tout se gère en fait. C'est la discipline qui fait la différence dans la vie professionnelle. Et qui plus est sur des professions aussi complexes que celle-là. J'adore. Parce que c'est tellement vrai. Quand on ne s'impose pas les choses, on n'y arrive pas finalement. Non. On ne peut pas attendre que quelqu'un vienne te donner l'opportunité. Absolument pas. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier ? Ce que j'adore, c'est aller chercher la petite aiguille dans la botte de foin pour déglinguer l'argumentaire du confrère. Déglinguer carrément. Franchement, en fait, à un moment donné, on en arrive à avoir un seuil de dossier d'une certaine complexité où la règle de droit n'est pas suffisamment précise et on peut ne pas avoir eu des décisions de justice qui ont été rendues. Donc en fait, il faut qu'on fasse preuve d'inventivité pour conduire le magistrat à nous donner raison. Et ça, intellectuellement parlant, c'est hyper stimulant. Moi, ça peut m'arriver dans certains dossiers où, quand je sais pas où aller, si j'ai pas d'urgence particulière, et généralement j'en ai pas parce que j'anticipe suffisamment dans les dossiers, je vais commencer à travailler le dossier, je vais le laisser poser un jour ou deux. Je vais faire autre chose, des trucs plus simples. Mais je sais que mon cerveau, il va continuer à travailler. Et à un moment donné, j'ai un déclic, je me dis, ah mais ouais, je peux mettre ça en fait. Ouais. Et bim, je rajoute. Et c'est le truc. Et c'est le truc qui peut faire souvent la différence. Eh ben merci.
Maître Emmanuel Vidotte. Avec plaisir, Soukaina. D'avoir partagé ce moment avec moi. Franchement, c'était hyper sympa. J'ai appris tellement de choses. Merci infiniment. Merci de m'avoir donné cette opportunité, surtout. Franchement, j'ai passé un agréable moment. Si vous souhaitez aller voir ce que fait Maître Emmanuel Vidotte sur les réseaux sociaux, on peut te retrouver sur Instagram, sur TikTok. Sur Facebook aussi. Sur Facebook aussi, avec Emmanuel Vidotte, avocate. Emmanuel Vidotte, avocate. Et merci encore une fois. Avec plaisir, Soukaina. Quant à nous, on se retrouve très prochainement en compagnie d'une nouvelle personnalité, un nouveau professionnel. À très vite.